Bonjour. Hein, deuxième vidéo la plus attendue de l'année. Parce que souvent on attend que ça, hein, des chaînes cinéma globales en France. On attend souvent leur top, leur flop pour savoir quel était leur goût, pour avoir une dose de bonne rage ou juste des confirmations par rapport à nos goûts. Donc je comprends que je ne sois pas un exemple étant donné que j'ai des goûts très différents des autres et vous allez le remarquer pendant ce top 10. J'ai pas cherché à mettre les films que tout le monde va mettre dans son top étant donné que je pense que je vais être un des premiers à avoir tourné le top et que je pense que les films que je veux mettre dans mon top vont ressortir des tops des autres gens. Enfin, non, c'est pas ce que je veux mettre. C'est juste que il y a des films, je sais pas, Joker, vous savez, qui va tomber dans le top de environ 90% des chaînes cinéma. Donc c'est pas une surprise. Donc je vais pas vous le cacher, moi Joker est dans mon top, mais avec Joker j'ai dû mettre un ex-aequo. Effectivement et évidemment. Parce que mon but des tops, c'est de ressentir mes goûts personnels et pas les meilleurs films de l'année en termes d'objectivité. Parce que je considère Joker comme le meilleur film en termes d'objectivité de cette année. On n'a pas pu faire mieux, surtout dans cette optique de faire un événement qui concerne tout le monde. Parce qu'il y a d'autres meilleurs films objectifs que Joker, mais c'est en termes de grand public surtout. Mais tout ça pour vous dire que c'est un top subjectif qui est basé sur les films que j'ai kiffé. Hein, que j'ai kiffé voir en salle. Que ce soit kiffé dans le mauvais sens, parce qu'il y a des films que tu peux aimer ressentir de la douleur en les revoyant, par exemple. C'est notamment le cas pour des films d'horreur, etc. Tu vas pas kiffer ta race, tu vas pas être en jouissance totale, mais la peur te fait ressentir un bon moment et te faire sortir quelque chose d'assez unique dans ta séance, mais également le kiff dans le sens où je m'en suis pris plein les yeux parce que c'était bien fait en termes de réalisation, de scénario, enfin c'est des trucs qui me plaisent. Et c'est basé sur ça le top, c'est pas basé sur la qualité évidente du film. Et aussi pour dire que c'est mon top à moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, au contraire, c'est bien que tout le monde ait un top différent et n'hésitez pas après à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec certains films qui sont dessus, comme ça on peut en débattre plus en détail dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je tourne ce top 2 jours après le flop qui n'est toujours pas sorti parce qu'il sort le lendemain où je tourne cette vidéo. Donc je ne sais pas encore vos retours sur le flop, je ne sais pas si le format vous plaît. Bref, en tout cas, cette vidéo, je sais qu'elle va sortir pendant ou après Noël, donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon et un bon jour de Noël et que vous avez été gâtés. Et après cette vidéo-là, il y a encore 2 vidéos du format vidéo de fin d'année, où il y aura le bilan et les attentes de 2020, mais je pense que les attentes de 2020 va être la dernière vidéo, dans le sens où je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus particulier, mais on va plus en parler dans le bilan, je pense. Parce qu'elle risque d'avoir un peu de retard, celle des attentes. Voilà, je pense qu'on est prêt, après quelques minutes d'introduction, à commencer à parler de ce top avec la 10e position. Tout peut changer d'un seul coup. Hé! T'es une bête, Rick Dalton. Oublie jamais ça. En 10e position, et je pense que ça va en faire réagir plus d'un parce que c'est caractérisé comme un des meilleurs films, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je vous l'ai dit, c'est sur le plaisir que j'ai passé en salle. J'ai vu 135 films cette année, 136 parce que j'en ai rattrapé un hier soir. Évidemment que le Tarantino, pour moi, ne va pas être au summum du panier. C'est un très bon film, c'est même un excellent film. J'ai passé un excellent moment, j'ai pas vu les 2h40 passer, enfin carrément pas. Les acteurs jouent excessivement bien. La réalisation te pose une ambiance. J'ai rien à dire par rapport au film. Je n'ai pas de défaut à faire ressortir du film. Pour moi, c'est le Tarantino parfait qui regroupe à la fois toute sa mise en scène, mais également où il repousse ses limites de sa mise en scène pour proposer quelque chose de différent. Mais il est en 10e position dans le sens où les films que j'ai vus avant m'ont beaucoup plus éclaté et m'ont beaucoup plus illuminé. Dans le sens où il y a quelques scènes dans Once Upon a Time in Hollywood qui vont devenir cultes. Je parle notamment de toute la scène de baston, de combat qui est à la fin, la scène de tension qu'il y a quand il rentre dans le camp de Charles Manson, enfin, ces scènes-là vont ressurgir, mais par rapport à Django Unchained, où vraiment le film brille du début jusqu'à la fin, dans le sens où tout est culte dans le Django Unchained, Once Upon a Time, on peut se fier qu'à la BO, quelques petites scènes et le duo d'acteurs, parce que après, on a quelque chose de très conforme au cinéma de Tarantino, donc rien de nouveau, mis à part quelques scènes, ou même dans ces scènes-là, on a vraiment du Tarantino, pur Tarantino. Mais après, il est 10e de mon top, il fait partie de mon top, il est pas dans les mentions honorables, machin, il fait partie de mon top parce que c'est un des meilleurs films qui est sorti cette année.
même en toute objectivité. C'est un des meilleurs Tarantino, il est facilement dans le haut du panier, dans la première partie du top de Tarantino. Donc, franchement, comme je dis, j'ai pas de défaut à dire sur le film. En tant que film, c'est très très bien. En tant que rythme, etc., je trouve que le film se laisse passer toute seule. Après, c'est basé sur un public spécifique, dans le sens où si on rentre pas dans le film, si on n'est pas investi, c'est sûr qu'on va rester en dehors et qu'on va se faire chier. Parce que, et c'est ça pour tous les Tarantino, je pense. À part les Django Unchained qui a vraiment touché le plus grand public, les autres Tarantino, c'est vraiment... les 8 soloparts, c'est exactement le même ressenti. Si on n'est pas investi, si on n'est pas dans le film, c'est normal qu'on se fasse chier, surtout pendant la première partie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Once Upon a Time in Hollywood. J'ai presque rien d'autre à dire parce que après ça va vraiment rentrer dans l'analyse. Mais je me rappelle de plusieurs plans. Par exemple, il y a un plan où DiCaprio, on a une sorte de panoramique et DiCaprio foire sa réplique. Donc du coup, le panoramique fait marche arrière et redémarre. Enfin voilà, on a toute cette mise en abîme de la mise en scène qui est vraiment magnifique parce que à la fois ça parle de Sharon Tate, ça parle du métier d'Hollywood, mais c'est surtout une mise en abîme de la mise en scène et de la réalisation, et c'est ça qui est vraiment très très bien dans ce film. Moi, ce Point Time in Hollywood 10ème, ragez pas, hein, il est dans mon top, et je me suis même pas forcé à le mettre, c'était presque instinctif que ce film-là soit dans mon top. Après, en 10ème place, mais c'est parce que cette année, et ça je vais en revenir dans le bilan, ça a été une énorme année cinématographique, je pense, pour moi. J'ai oublié de préciser que les mentions honorables vont intervenir entre le 1 et le 2 du top. Dans le sens où j'ai pas envie de vous spoiler sur les films qu'il va y avoir dans ce top. Êtes-vous prêts? Comment faut-il vous appeler, monsieur? Prénom, Mister. Non. 9ème position, Glass de M. Night Shyamalan. Vous me connaissez, je pense, si vous avez vu mes vidéos de mes films préférés, etc. Incassable est dans le top 3 de mes films préférés, j'adore Incassable. Split, j'ai eu un second regard par rapport au film, dans le sens où quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais quand même bien déçu, surtout quand j'ai appris que c'était la suite de Incassable. J'étais surtout bien déçu, et quand j'ai rematé le film après, c'était, et ça s'est avéré, être un très bon film. C'est juste que comme j'étais totalement resté à l'extérieur du film pendant ma première séance, j'avais pas pu vraiment bien analyser le fait que ça rentre franchement bien dans la chronologie de la trilogie de M. Night Shyamalan. Et Glass avait comme pari ambitieux de réunir les 3 héros de ces 2 films. Et quelle claque, parce que quand à côté on se bouffe des Avengers Endgame, on se bouffe des Captain Marvel, etc., qui sont des films de super-héros plutôt jouissifs, notamment pour Avengers Endgame, que je vais vous spoiler direct, il n'est pas dans le top. Voilà, même si j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré 5 fois, il n'est pas dans le top. C'est des films plutôt jouissifs, mais à côté on a une réalisation très grandiose, très grandiloquente, qui nous permet pas de nous identifier et de nous investir dans des personnages quelconques, mis à part les grosses têtes d'affiche qui sont présentes depuis 10 ans. Alors que Glass, quand on va avoir une scène de combat, une scène où le super-héros agit avec ses pouvoirs, on va par exemple avoir un plan sur Samuel L. Jackson qui est en train de rouler, parce qu'il y a un fauteuil roulant dans le couloir, avec derrière un gros plan sur sa tête, avec derrière en fond la bête qui est en train de se battre en flou. Franchement, voilà, il y a toute une sorte de critique du cinéma de super-héros contemporain dans ce film Glass, sans vraiment pousser à l'abus. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Glass, mis à part après la réalisation d'M. Night Shyamalan qui brille, qui arrive à faire des très beaux plans avec des miroirs, et réussir à mettre un côté manichéen, mais sans vraiment beaucoup trop en mettre. On comprend les intentions des autres, et on a presque de la pitié pour les méchants, justement. Qu'il y en a un qui est hyper fragile des os, et un autre qui est hyper fragile psychologiquement. Donc on a cette réunion de la physique et la mentalité. Sauf que l'un n'a pas le physique, mais a la mentalité, et l'autre n'a pas la mentalité, mais a le physique. Et on a cette réunion de ça, qui finalement on voit n'est pas vraiment très fiable. Donc ouais, on a plein de messages dans ce Glass qui dans l'analyse est hyper intéressant, et on a aussi un divertissement plutôt très sympa où on arrive à clôturer une trilogie de façon concluante, pas comme Star Wars. J'étais obligé, je suis désolé, j'étais obligé. La place numéro 8 est décernée
un genre de cinéma que j'adore placer dans mes tops parce que c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Le cinéma coréen. Alors, on a eu moult films coréens qui sont sortis cette année dans des petits cinémas parce que c'est jamais été dans les cinémas grand public. Vous n'allez pas trouver ça dans les gros CGR. Vous allez vraiment trouver ça dans les petits cinémas indépendants dans votre grosse ville parce qu'on peut pas trouver ça pareil en campagne. Un grand voyage vers la nuit et Les Éternels ont été pour moi des révélations cette année dans le cinéma coréen parce qu'ils ont réussi à réinventer beaucoup de trucs que Hollywood a réussi à mettre en place depuis plusieurs années. Je vais commencer par Les Éternels. Les Éternels, je vais pas trop vous en raconter sur l'intrigue parce que je trouve que l'intrigue est hyper intéressante à découvrir. Mais en termes de film d'action, on y retrouve tout ce qui a fait de Oldboy le mythe que c'est maintenant, mais avec une certaine forme de réalisme. Là où dans Oldboy, c'était vraiment quelque chose qui était très orienté et très référencé jeux vidéo ou films de Yakuza, là on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et des scènes d'action qu'on peut retrouver en Taken, on va les avoir beaucoup mieux filmées dans ces Éternels. Après, les scènes d'action ne sont pas non plus l'essence même du film. L'essence même du film, c'est vraiment l'intrigue. Mais je vais pas trop vous en raconter, parce que, et que ce soit dans ces deux films, dans le sens où je trouve que c'est des films à découvrir instantanément. Donc Les Éternels est facilement trouvable. Vous pouvez le trouver légalement ou pas légalement, parce que c'est un cinéma normal, il n'y a pas de contraintes derrière. À côté, on a Un grand voyage vers la nuit que j'ai réussi à acquérir récemment en Blu-ray parce que c'est la seule façon de le voir dans les conditions adaptées, mis à part au cinéma. Non, le simple parce que à côté, c'est un film qui est fait en deux parties. Et on ne peut pas le trouver en téléchargement dans le sens où la deuxième partie est très complexe. C'est un film où la première partie est filmée en numérique, etc. Donc la première partie est assez normale. Mais à partir du moment de la deuxième partie, à partir d'un moment très impactant dans le film, on va devoir mettre la lunette 3D. Parce que c'est un film qui se regarde en 3D seulement dans la deuxième partie. Et du coup, on a un contraste où on a... Enfin bref, je vais pas vous raconter comment ça se passe, parce que pareil, c'est hyper intéressant. Mais la deuxième partie est en 3D. Et je trouve ce pari technique hyper intéressant, dans le sens où les films hollywoodiens ou même internationaux de base, quand ils font un film en 3D, soit ils vont le tourner directement avec la caméra 3D, tout le film en caméra 3D, ou quelques scènes et après reconvertir les autres scènes en post-production, ou soit les films comme récemment Star Wars 9 n'a pas été tourné avec des caméras 3D et a juste été reconverti en post-production, ce qui rend une 3D à peu près dégueulasse. Là on a un film qui a été tourné pendant la première partie en caméra standard Alexa, tout ce que vous voulez, et en deuxième partie en caméra 3D. Et là, on a une 3D qui est juste fabuleuse. Je trouve que c'est une des meilleures 3D qui a été faite dans l'histoire du cinéma, avec, pour moi, Avatar. Pour moi, Avatar, c'est vraiment le modèle premier, dans le sens où la 3D est encore maintenant, 10 ans après, fabuleuse. Et on a surtout un message de mise en scène derrière. C'est pas juste de la 3D pour dire on va faire de la bonne 3D. C'est vraiment un impact sur le film, c'est vraiment un impact sur la façon de voir le film, et même une sorte d'alimentation du scénario vraiment très très puissante. Donc c'est deux films qui sont dans le scénario hyper innovants et hyper émouvants aussi, et que ça vaut le coup. C'est vraiment des histoires plutôt originales. Il y en a une qui est beaucoup plus triste que l'autre est beaucoup plus joyeuse. Donc dans Les Éternels, c'est un peu plus joyeux, je trouve, que dans Un grand voyage vers la nuit, où c'est plutôt très sombre, hermétique, enfin quelque chose d'un peu plus émouvant, un peu plus dur. Mais c'est deux films qui ont quelque chose à proposer, que ce soit dans le scénario ou dans la réalisation. Un qui va tenter les scènes d'action, qui va essayer de trouver de la nouveauté dans les scènes d'action, et même dans les scènes de dialogue où on va avoir des chants contre chants assez originaux. Je vous laisse découvrir ça. Et un autre dans Un grand voyage vers la nuit, où c'est vraiment cette technique de mise en scène. D'ailleurs, à noter que toute la phase en 3D est en plan séquence également. Truqué, il me semble, mais il me semble que c'est vraiment un plan séquence de à peu près une quarantaine de minutes. Donc... ouais, parce que je l'ai acquis en Blu-ray pour le revisionner, sauf que j'ai pas eu le temps de le revisionner. Et comme c'est un film qui est sorti plutôt en février, il me semble, donc février et mars, mes souvenirs sont très vagues. Mais voilà, pour que j'achète un film en Blu-ray au tarif plein, faut le faire. Et celui-là, c'est la meilleure façon de pouvoir revoir le film, parce que on peut pas le trouver en téléchargement, et si vous arrivez à le trouver en téléchargement, bah, vous allez l'avoir sans la 3D, malheureusement. Donc, ouais, deux films que je vous recommande.
J'ai pris un peu plus de temps que par rapport aux autres films parce que c'est vraiment des films qui me tiennent à cœur, parce que le cinéma coréen, et je vous inviterai tous les ans à regarder, et le cinéma asiatique de base, c'est quelque chose de très puissant et ça va limite vous ouvrir des portes envers votre culture cinématographique et pas juste rester dans le cinéma européen, voire surtout américain. Donc voilà, cinéma coréen, attardez-vous à cinéma parce que la majorité des productions coréennes et asiatiques que vous allez voir en France, c'est surtout et souvent de la grosse qualité. Numéro 7, film d'animation français qui m'a bouleversé, J'ai perdu mon corps. Alors ça, je m'y attendais pas, parce que j'ai été le voir justement par rapport à ces critiques qui disaient que c'était quelque chose de vraiment excellent. Et je suis ressorti du film totalement bouleversé, c'est une ode à la vie, c'est une ode aux relations, et c'est quelque chose de très viscéral, très fort, très dur, parce que c'est un film d'animation pour adultes. Ne demandez pas à un gamin voir ça. Je pense qu'un gamin de moins de 8 ans ne peut pas voir ça, tellement il y a des trucs qui sont vraiment très poétiques, très métaphorisés de la société. Et je trouve cette histoire d'une intelligence inouïe. Et pareil, je vous laisse découvrir le film en lui-même parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Moi, j'ai été le voir sans avoir vu de bande-annonce, sans rien avoir vu, à part quelques petites images qui traînaient sur internet, mais c'est surtout des screenshots, quoi. Et franchement, ouais, J'ai perdu mon corps, ça a été. Je vais regarder le reste, mais. Ouais, ça a été ma dose de pleurs de l'année. Ça a été le film où j'ai le plus pleuré dans l'année, avec Avengers Endgame, mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas dans la qualité même du film, c'est plus dans mon enfance, malheureusement. Parce qu'on est plus léger, plus rapide. Et quand ça ne suffit pas, on est plus méchant. Allez-y, Carole, partez en guerre. Et t'as un plan? C'est à haut risque. Je pensais que le but de tout ça, c'était de gagner cette maudite course. Numéro 6, un film que j'ai déjà traité en vidéo, donc je vais pas m'attarder très longtemps dessus. Le Mans 66 de James Mangold. Pareil, surprise inattendue, il n'était pas prévu pour le top. Je vous dis, la majorité des films que vous voyez très récents, qui sont sortis très récemment ces derniers mois dans le top, ils ont pris la place d'autres films qui vont se retrouver en mention honorable. Mais Le Mans 66, je m'y attendais pas du tout. Je déteste les films de voiture de base. Les Fast and Furious, les Rush, j'avais pas beaucoup aimé non plus. Mais là, James Mangold a réussi à mettre une mise en scène qui nous donne de la tension, qui nous investit dans l'histoire, qui nous investit dans les personnages émotionnellement. Et franchement, Le Mans 66, que vous aimez ou non la voiture, c'est... Wow. Il y a une tension pendant les scènes de course. Je pense que j'ai jamais vu ça. Ou alors, je suis passé à côté d'autres films, mais... filmer des scènes de course comme ça, des fois j'étais presque essoufflé devant l'écran de cinéma, tant la charge de tension et de suspense nous alimente notre séance, parce qu'à côté de ça, même le rythme, les personnages, etc. sont tellement bien écrits, sont tellement logiques avec eux-mêmes, sont tellement cohérents, ils ont un point A et ils finissent au point B sans vraiment passer par d'autres points, enfin c'est d'une linéarité, c'est fabuleux. Je trouve Le Mans 66 fabuleux. La photographie très très belle. En plus, c'est tourné en pellicule. Ils ont réussi à gérer des plans avec un soleil très vif, très orangé. Enfin, Le Mans 66, pour les fans ou non de voiture, c'est quelque chose d'assez viscéral, assez sensoriel, assez fort, que je vous recommande d'aller voir et que je vous recommande de regarder. En plus, on a un duo d'acteurs qui est Matt Damon et Christian Bale qui jouent parfaitement bien et qui sont tout comme leurs personnages linéaires pendant tout le film, mais linéaires avec beaucoup de nuances. Là par contre, ils arrivent à passer de la tristesse à la colère en 2 secondes, tout en ayant une relation hyper fluide et hyper compréhensible. On a ce personnage de l'enfant qui reste très inaperçu pendant tout le film, mais qui est là juste pour impacter une dernière scène finale qui, pareil, est inattendue, mais quand elle arrive, on n'est vraiment pas bien, surtout quand on connaît l'histoire. Et quand on apprend surtout que l'histoire derrière ce film est vraie, enfin, on a quelque chose de fort, on a quelque chose de puissant. James Mangold se relève très très bien après un Logan qui, on pensait être une conclusion de sa carrière
en tant que bon film, parce que souvent c'est ça, les réalisateurs comme James Mangold qui dévoilent leurs plus grands films ont souvent la tension derrière de faire un film beaucoup plus mineur de ce film qui a été encensé par tout le monde. Finalement, non, il se relève parfaitement de ça, il réalise le défi parfaitement. Voilà, Le Mans 66, si vous êtes passé à côté, et je pense que je ne serai pas le seul à vous le dire, c'est un des meilleurs films de l'année, que ce soit en termes de kiff de cinéma, ou même en tant qu'histoire, en tant que réalisation, enfin c'est vraiment très très bien. Et c'est limite encore plus désolant que quand tu apprends que Le Mans 66 fait des entrées, mais pas tant que ça, mais qu'un Fast and Furious, qui est normalement un sujet basé vraiment sur ça, fait beaucoup plus d'entrées en ayant une réalisation aussi fade, quoi. Je parle, mais à côté, je suis sec. Vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Know anyone we could hit up for cash? Huh? We just finished this one. 50 billion yen. Hey! Hey! It's nice to be able to die. Such a lovely day. Mitsuko, come join me here. Numéro 5, Joker de Todd Phillips et The Forest of Love de Sonny Sion. Pareil, les deux films, j'en ai fait une critique qui vont s'afficher pareil autour du cadre. Donc je vais pas non plus tergiverser, surtout que je trouve ma critique de Forest of Love parfaitement représentatif de ce que j'ai fait, et c'est une des critiques dont j'en suis le plus fier, donc je vous invite à aller la regarder, surtout si vous vous intéressez, et si vous voulez vous intéresser au cinéma asiatique. The Forest of Love est hyper accessible dans le sens où c'est une exclusivité Netflix, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Et Joker, j'en ai fait une critique qui a quand même été vue par pas mal de personnes, vu que c'est une des critiques qui a mieux marché sur ma chaîne cette année. Donc pareil, je pense que j'ai pas besoin de justifier pourquoi ils font partie de ce top, tant je les ai glorifiés dans mes critiques. J'ai juste un mot à dire en plus sur Joker, dans le sens où, ouais, il est que 5ème position. J'ai vu le film 3 fois, 2 fois en VF, 1 fois en VO. La VF est très très bonne, donc je ne vois pas de problème à aller voir le film en VF et ne pas voir la VO. Après, la VO est hyper cool dans le sens où je pense que Joaquin Phoenix va être nominé aux Oscars, donc c'est quand même bien de voir sa performance. Mais à côté, j'ai mis les deux films là, dans le sens où j'avais pas grand chose à dire. The Forest of Love, je vous recommande d'aller le voir, surtout que c'est deux films qui ont un thème commun, c'est la dégénérescence et surtout l'émancipation d'une personne qui est folle dans sa tête. Donc les deux films ont le même thème. Si vous avez aimé Joker, vous risquez d'aimer The Forest of Love. Et je vais pas faire le contraire, je pense que The Forest of Love n'a pas été vu par beaucoup de personnes, et c'est bien dommage dans le sens où, pareil, je trouve que c'est un film hyper accessible si on veut rentrer dans le cinéma de Sonny Sion, qui est un cinéma très particulier et plutôt très dérangé. C'est quelque chose de... Là par contre on est dans le cinéma typique asiatique, fait par quelqu'un qui est totalement fou. C'est limite un film écrit par le Joker, tant c'est dingue. Mais je vous recommande d'aller voir ces deux films. Ces deux films sont hyper accessibles. Joker a été un des plus grands succès de l'année, donc vous pouvez le trouver en Blu-ray, DVD, sur internet, partout. Et The Forest of Love est une exclusivité Netflix. Donc voilà, c'est en 5ème position. Si vous voulez des avis concrets, n'hésitez pas à aller voir les deux critiques. Ça fait partie des deux critiques dont j'en suis à peu près le plus fier cette année. Donc je vous oriente vers ces critiques. Et on va passer directement à la 4ème position. Embrassez-moi. Lequel? C'est ridicule. Mais non, idiot, tu es superbe. 10 minutes avant le lever. 4ème position, un film français, une comédie dramatique française, Edmond. Je m'attendais pas à le mettre aussi haut dans le top, mais il est sorti début d'année, et je l'ai encore dans la tête, et j'ai encore des scènes dans la tête, Enfin, le film me reste, et je trouve que c'est un cinéma français qui devrait plus s'émanciper, tant on voit qu'il y a des réalisateurs de talent derrière. Il me semble même que c'est son premier film, Edmond, parce que c'est celui qui a écrit la pièce de théâtre, qui a fait le film. Et franchement, il y a des idées, ce mec, il arrive à faire des mises en abîme, il arrive à faire... Il y a un jeu avec le temps pendant le film qui est hyper bien géré, qui n'est pas cliché à la Nolan, mais qui est hyper bien géré, où on arrive à changer de temporalité, ou à s'immerger dans l'imaginaire. Et c'est ce jeu-là aussi, le jeu sur l'imaginaire, qui brille pendant tout le film,
où des fois on va même se trouver un peu perdu dans le film, dans le sens où on ne sait pas si ce qui se passe est vrai ou faux. Et on a aussi cette mise en abîme de la pièce sur les vrais personnages dans la vraie vie qui fonctionne totalement. Pareil, j'en ai fait une critique, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une critique à chaud, c'est une critique où j'ai plus de souvenirs parce que je l'ai revu 2 fois, et 2 fois à 6 mois d'intervalle. Donc la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être il y a 6, 7, 8 mois. Donc c'est pas très très frais dans ma tête, je sais juste ce qui me reste en tête et que j'en garde un très très bon souvenir. Et que il va bientôt finir dans ma bibliothèque derrière, tant je trouve que c'est le film français, l'un des films français qui a brillé plus cette année, surtout en matière de comédie, comédie dramatique, mais comédie même. Enfin, et le jeu des acteurs aussi, Olivier Gourmet est très très bon. Enfin, franchement, c'est un film que je vous recommande, et un film français en plus, donc courez, achetez-le en Blu-ray. En plus, apparemment, en ce moment, il est pas très cher, il doit être à 10, 11 euros le Blu-ray, donc voilà, n'hésitez pas. Oui, Julien Lepers le recommande. Il ne devrait pas être là. C'est le moment de se réveiller. Il était temps qu'on se rencontre. Numéro 3 et dernière égalité de la chaîne, on va parler de 2 films européens, un espagnol et un français. Et ce sera le dernier film français de ce top, ça fait déjà pas mal, hein. 3 films français, c'est plutôt correct. On va parler de Animas et de Fury. Alors Animas, j'en ai parlé dans un bric-à-brac vite fait en début d'année. Pareil, le film n'est plus très très frais dans ma tête, mais il m'a scotché. Il m'a scotché dans le sens où c'est un film qui est sur Netflix, je sais plus s'il est vraiment, je vais le noter, je pense, je vais vous orienter vers une façon de voir le film légalement. Mais Animas, c'est un film espagnol de genre, orienté giallo-italien, avec des références au cinéma de genre français. Et quand je dis cinéma de genre français, je pense plus à des films comme Grave ou les films de Gaspard Noé par exemple. Et c'est un film qui, en termes de mise en scène et d'une ressource d'idées, qui, même si le film n'est pas parfait, parce qu'il y a beaucoup de défauts, je vais pas le cacher, qui même s'il y a le moyen et la matière pour oser proposer des plans jamais vus encore dans le cinéma. On a des plans qui sont faits soit en trucage réel, soit en effets spéciaux, mais on a quelque chose de hallucinant en matière de mise en scène, en termes d'image, en termes de photographie. Enfin, ce film-là, c'est vraiment, je l'ai inclus dans le top juste pour la mise en scène. Parce qu'à côté, le scénario est plutôt intéressant, plutôt part vraiment vers un point B plutôt neuf et honnête, mais on ressent quand même quelques incohérences dans l'univers global du film. Mais vraiment, en termes de mise en scène, on a quelque chose. Oui, il y a des plans que j'ai jamais vus dans l'histoire du cinéma. Il y a des paris osés qui fonctionnent ou pas, hein, mais juste, on a quelque chose à se mettre sous la dent dans le film, on a quelque chose à apprécier. C'est pour ça que aussi que je l'ai mis en ex-aequo, dans le sens où l'autre film est beaucoup plus qualitatif dans à peu près tous les sens, mais celui-là est, franchement, je vais pas vous mentir, est resté plusieurs mois en première position de ce top. Parce que on voit que c'est un amateur derrière, on voit que c'est quelqu'un qui s'y met au cinéma, qui a des idées à proposer, et on voit que derrière ce film-là, il peut, avec plusieurs critiques constructives, proposer quelque chose de vraiment grandiose. Et à côté, on a Fury de Olivier Abouk, qui est sorti très récemment, qui est passé très inaperçu auprès du public, et c'est bien dommage. Parce que c'est un film d'horreur, basé sur une histoire vraie française, et j'ai pas envie d'en parler plus que ça. J'ai juste envie de vous dire que la performance d'acteur est remarquable, que le film se permet de nous offrir des scènes oniriques se rapprochant plus du film de vampire que du film français de base, sans vraiment rentrer dans le genre, et d'une qualité de mise en scène superbe. Ces scènes oniriques peuvent vous donner un trip, sans vous-même rien avoir consommé avant. On a des scènes de tension qui sont hyper viscérales et qui tapent vraiment pendant la séance. On a également
toute une montée en puissance d'une personne lambda, une personne qui a rien demandé, dans la colère qui est vachement prenante. C'est pas comme dans Chute libre, que j'ai vu récemment, où le personnage pète juste un câble, par exemple embouteillage, machin, et où il est déjà en colère et c'est sa colère qui va prendre en puissance. Non, là, c'est vraiment un homme paisible, adorable de base, qui va, au fur et à mesure des événements, commencer à péter un gros plomb, sans forcément être lui la personne méchante, finalement, dans le film. En fait, il n'y a pas ce scénario typique de la victime qui devient finalement plus méchant que la personne incriminée de base. Là, c'est vraiment, on a un jeu sur le manichéisme qui est hyper intéressant, sur aussi la propagande de la société. Enfin, on a beaucoup de messages sur notre société française actuelle. On a beaucoup de messages sur la façon dont les gens sont hypocrites entre eux et ne communiquent pas. Mais on a tout aussi ce symbole de cinéma de genre qui permet de créer des scènes, de créer des plans d'une efficacité folle, que ce soit dans la tension ou même dans le sens où le plan en lui-même juge le personnage. Et ça, c'est... Enfin, le film est vraiment très très bien. C'est le meilleur film de genre qui est sorti cette année, dans le sens où Aex Aeterna n'est pas sorti. Parce que je suis un peu dégoûté, mais ça on va revenir dans le bilan, mais Gaspard Noé, qu'est-ce que tu as fait? Mais voilà, Fury, c'est quelque chose que je vous recommande. J'en parlerai pas plus que ça, dans le sens où je vous laisse découvrir. Parce que normalement, rien que le pitch, film de genre français basé sur une histoire vraie d'horreur. Après, mettez-vous bien dans le crâne que c'est pas un film d'horreur jumpscare. Hein. C'est pas wouh, qu'il y a quelqu'un derrière la porte, beuh. Non, c'est film de genre, d'horreur, à ambiance. Et en parlant de film d'ambiance et d'horreur. Trust me. Alright? You're gonna love it. Deuxième place, ça paraissait évident, je pense que vous avez beaucoup à avoir pensé que j'avais mis ça en première place, mais finalement, non. Deuxième place, Midsommar, de Ari Aster. Hérédité était dans mon top, Midsommar l'est aussi, et il est beaucoup plus haut, parce que... Midsommar, quoi. Alors, j'ai vu le film au cinéma, je me suis pris une grosse claque, parce que en termes de film... à ambiance, c'est quelque chose d'assez fou. Et je l'ai revu il y a quelques jours chez moi pour me remettre à l'idée. Il était normalement en 8ème position de ce top. Et il est monté avec ce deuxième visionnage en 2ème position. Parce qu'il y a plein de choses qu'au deuxième visionnage, et en plus c'était la version longue, qu'on ne voit pas. Et on a notamment ce jeu sur le background qui est... Wow! Parce que pendant qu'il va se passer des choses entre les personnages machin, le décor derrière parle aussi pendant tout le film. Et on a presque une deuxième histoire dans le fond. C'est pas de la surinterprétation, mais quand la forêt derrière commence à te construire au fur et à mesure de la discussion entre deux personnages en premier plan, un visage qui réagit au soleil, qui est créé lui par des oiseaux, c'est un délice de mise en scène. Et c'est hallucinant. Et à côté, l'histoire est particulièrement novatrice et originale. Déjà, c'est hyper dingue de faire un film d'horreur avec une tension telle pendant le jour, parce qu'il y a presque peu de scènes qui se déroulent dans une pièce sombre. D'ailleurs, c'est dans une pièce sombre, et dans presque l'un des seuls plans dans une pièce sombre qu'on a le seul et unique jumpscare du film, qui est en plus justifié d'être un jumpscare, c'est ça qui est fou. Et à côté, on a une histoire franchement qui est originale, parce que ça se parle de société, mais d'une secte en même temps, et de comment un groupe de personnes peut influencer la pensée d'un petit comité. On peut faire des rapprochements avec toute notre histoire, je pense. Je vais vous laisser découvrir, parce que c'est quelque chose où vous pouvez rester extérieur au long métrage pendant tout le film et vous faire chier, comme pas possible. Et la meilleure façon de voir ce film, et encore, enfin de découvrir ce film en tout cas, c'est de le voir en salle de cinéma. Donc si vous avez un système cinéma chez vous, si vous avez un cinéma qui le rediffuse au bout d'un moment, découvrez-le comme ça. Si vous êtes impatient de le découvrir, n'hésitez pas, une bonne télé, un écran noir, la technologie à côté éteinte, et un bon home cinéma, ça fait l'affaire, mais surtout, si vous devez découvrir le film,
Le mieux, c'est la salle de cinéma, dans le sens où voilà, vous êtes cloîtré, vous êtes dans le silence, vous êtes entouré de Dolby Surround et vous appréciez un film. Midsommar, ça fait partie, franchement, des coups de cœur de l'année. Après, ce n'est pas pour moi une claque à la climax, mais à côté, on a un bon cinéma qui nous donne une histoire, qui nous donne quelque chose de neuf, et qui en plus a un succès critique derrière qui a propulsé le film au box-office. Pas autant qu'un film d'horreur lambda de merde comme Countdown ou Annabelle 3, mais voilà, il s'est fait une petite renommée et Ari Aster commence vraiment à devenir le réalisateur à suivre d'horreur du moment, avec Robert Egger, avec The Lighthouse. Mais je parlerai pas de The Lighthouse dans cette vidéo, dans le sens où je l'ai pas encore vu et je n'ai pas la chance de le voir parce que les horaires de mon cinéma sont à chier. Donc voilà, Midsommar, allez voir ça. Allez voir ça parce que c'est une tuerie et quand vous allez observer le film, si vous le revoyez ou si vous le découvrez, donnez quelques petits coups d'œil sur le background et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous avez compris, on est entre la deuxième et la première place. Je vous laisse faire vos pronostics dans ma tête sur qu'est-ce que ça peut être la première place. Mais pendant ce temps, pour vous donner quelques petits indices, quelques mentions honorables de l'année. En mention honorable, on a Mon chien stupide de Yvan Attal, que je trouve en termes de composition de cadre, de plan, totalement parfait. On a Parasite, qui n'est pas dans le top, parce que c'est un très bon film coréen, mais bon, la majorité des gens qui se sont pignolés sur Parasite, c'est des gens qui soit ont déjà vu 2-3 films coréens dans leur vie, et qui connaissent pas ça, ou soit des gens qui découvrent le cinéma coréen, mais à côté, je trouve qu'on a déjà vu mieux dans d'autres films beaucoup plus indépendants, on va dire. Mais c'est un très bon film, c'est pour ça qu'il est dans les mentions honorables, c'est juste que, à côté, je préfère voir un grand voyage vers la nuit et les éternels plutôt que Parasite. En tout cas, je préfère revoir, parce que Parasite, c'était quand même quelque chose de fou, qui jouait entre les gens. Mais, voilà, c'est bien qu'il y ait eu un succès populaire, ça permet aux gens de découvrir ce cinéma, je dis pas le contraire. Mais ça n'aurait pas mérité pour moi de rentrer dans mon top. Il m'a pas tant investi que ça, même si c'était très bon. On a John F. Donovan, parce que autant avoir un film de Christopher Nolan dans les mentions déshonorables du flop, autant en avoir un dans les mentions honorables du top, parce que j'ai trouvé John F. Donovan très très cool. Pas non plus le meilleur Dolan, mais plutôt sympathique. Anna de Luc Besson, je me suis senti obligé de mettre le film de Luc Besson dans mon top, étant donné que c'était un bon film. Voilà. On a Le Dain de Quentin Dupieux. Alors lui, ça me saoule un peu de ne pas avoir pu le placer dans le top parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Il n'y avait pas assez de place. Mais Le Dain, c'est vraiment valeur sûre. C'est très très bien, c'est très très fandard. Et en même temps, c'est très très intelligent. Il y a beaucoup de traits. Donc comme il y a beaucoup de traits, on va parler d'Alita parce qu'il n'y a pas de transition possible. Alita Battle Angel. J'attends de voir, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top, j'attends de voir si la saga continue derrière, s'ils vont faire un deuxième et un troisième film pour en faire une trilogie. Mais c'est un très bon début de saga, j'ai hâte de savoir la suite, s'il y a une suite, mais très très bien, très beau travail de Rodriguez et Cameron, très très cool. Et ensuite J'accuse de Roman Polanski, ça c'est un petit fuck gratuit pour ceux qui n'ont pas été le voir à cause des polémiques. Et ensuite, ça c'est un pouce de validité, comme pour dire que c'était un des meilleurs films historiques que j'ai vu de ma vie. C'était les mentions déshonorables. Et maintenant, roulement de tambour, quel a été le film que j'ai préféré cette année au cinéma ? Ça a de la gueule. Ah ouais, non, ça a de la gueule. C'est... Alors, instinctivement, on me dirait, c'est quel film que t'as préféré cette année ? Je ne saurais pas quoi répondre. Mais en réfléchissant, 2 secondes. Oui, parce que quand je dis instinctivement, c'est on me pose la question, je réponds direct. Non, en réfléchissant 2 secondes, il y a un film où franchement j'ai kiffé, mais ma séance en entier, et j'étais limite avec des yeux de gamin. C'est John Wick. John Wick 3. Ah non, mais ça, c'est une jouissance en matière de scènes d'action que... Voilà. J'ai mangé. Je l'ai revu ensuite après, j'ai remangé. Et je peux le revoir encore demain, je vais remanger. C'est... En termes de cinéma d'action, la trilogie John Wick, c'était ce qui s'est fait de meilleur dans cette décennie. Je trouve. Parce qu'on a des scènes d'action mouvementées, rythmées,
avec beaucoup des chorégraphies simples, neuves, sans effets spéciaux. On a un Keanu Reeves qui est investi dedans. Déjà rien, là je vous ai mis un extrait pour dévoiler le film, qui était en première place. Voilà, les scènes d'action. Et ce 3, alors, le 3, je trouve qu'il est bien au-dessus du 2, et très proche du premier. Je pourrais pas dire c'est lequel le meilleur entre le premier et le 3, mais le 3 augmente et arrive à dévoiler un univers ultra cohérent dans le John Wick, ce qu'il n'arrive pas à faire l'ascension de Skywalker. Mais ouais, John Wick 3, c'est à la fois une continuité cohérente et logique du premier et du deuxième, et ensuite ils se sont dit bon, autant lâcher la purée, on va dévoiler l'univers. Mais un univers, oh, on va passer dans différents personnages à personnages qui sont tous liés un par un, avec une histoire qui a déjà eu lieu dans le passé, sauf qu'on connaît juste cette histoire grâce à des tatouages, grâce à des symboles, grâce à 2 lignes de dialogue, et on te crée un univers logique, agréable, dans une photographie de des villes internationales qui sont filmées de manière très sobre, très lumineuse et très néon, etc. C'est vachement stylé. Ouais, on a un univers de comics qui nous est dévoilé comme ça, en salle de cinéma. Et ouais, on a tout pour savourer le film. Le film est d'une vitesse et d'un rythme fou, tout en prenant son temps dans ses cadres et dans sa façon de composer les plans. Enfin, c'est... John Wick 3, ce n'est pas le film 10 sur 10 de l'année. Mais en termes de kiff cinéma, je pense que j'ai jamais autant réagi à des scènes d'action, à des lancers de couteau, machin, en salle de cinéma, tant le tout paraît lisible, simple, linéaire, logique. Voilà, je peux pas développer plus sur le film, j'en ai fait en plus une critique que je vous invite à mettre là. Mon avis a beaucoup changé par rapport à cette critique, où je suis un peu plus condensé dans mes mots, mais c'est vrai qu'en termes de kiff cinématographique, je pense que cette année, c'est celui où j'ai le plus apprécié ma séance, parce que c'est un film de divertissement qui est agréable à suivre de bout en bout, sans surcut, sans rien. Quand ça doit prendre son temps, ça prend son temps. Quand ça doit être rythmé, ça prend du rythme, mais non, c'est bon sur tous les points. Et... ah, très content. J'en suis fier en fait de le mettre en numéro 1, parce que il y a des gens qui s'étaient même pas au courant qu'il y avait un 2, quoi. Et ça me fait chier, parce que John Wick est devenu ce qu'il est maintenant grâce à l'impact de Keanu Reeves sur les réseaux sociaux et le succès populaire qu'a cet acteur en ce moment. Mais ouais, John Wick, ça a toujours été une saga d'action qui était très en dessous de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on nous propose de très nostalgique par au-dessus, des Rambo, les Terminator, les Die Hard. Enfin, John Wick, ça a toujours été en dessous de ça, donc c'était toujours un public très concentré qui allait voir ça. Et j'espère, et là en mettant en numéro 1, j'espère que certains d'entre vous vont s'attarder plus sur cette saga qui est voilà, d'une cohérence parfaite et d'une linéarité parfaite, et tout en étant hyper lisible sur les 3 films. Donc voilà, John Wick 3 en première position de ce top 2019. Qui êtes-vous pour juger, et qui suis-je pour vous donner l'envie? J'ai voulu faire une conclusion hyper politique et hyper philosophique, et finalement j'ai totalement foiré. Donc on va finir cette vidéo de manière poétique, c'est-à-dire de... salut. Non, sincèrement, j'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à mettre votre top de l'année en commentaire, de me conseiller des films que j'ai peut-être potentiellement pas vus. On se retrouve très prochainement pour le bilan et mes attentes de 2020. Le bilan va être court mais efficace. Voilà. D'ailleurs, je vais même le tourner, je pense, juste après ce top. Donc si le cadre est à peu près pareil, etc., ne soyez pas surpris. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir le flop qui est sorti il y a quelques jours. N'hésitez pas à, pareil, réagir au flop. Et sur ce, bon vent et passez de joyeuses fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Bisous, à la prochaine, c'était Luan, ciao, bye bye. C'était une année très très variée, concluante. Après, je suis un peu déçu qu'il n'y a pas de film comme Climax, 120 battements par minute, comme j'ai eu les années précédentes. Pas de films qui vont franchement rentrer dans les films de ma vie, dans mes films préférés. C'est assez décevant quand même.